Et je vous propose maintenant d'aborder la troisième séquence de cet après-midi. Et je vais demander à tous les intervenants de la troisième séquence de venir nous rejoindre sur scène. Nous accueillons Mechilde Worsdorfer, directrice générale adjointe de l'énergie à la Commission européenne. J'invite également Anne-Laure de Chamard, Patrick Pouyanné et Marianne Legnaud. Venez nous rejoindre sur scène, vous installer. Et nous allons donc accueillir Mechilde qui est là. Voilà, je la vois arriver. Worsdorfer. C'est la transition en live avec cette introduction de notre troisième partie consacrée à l'innovation et à la régulation. Nous allons voir la place de la régulation comme levier et non comme un frein à l'innovation de l'énergie. Mais vous pouvez venir nous rejoindre, Anne-Laure de Chamard, si vous le souhaitez, avec Marianne Legnaud et Monsieur Pouyanné. Venez vous installer si vous le souhaitez sur scène. Non, vous ne voulez pas ? Je sens que le débat est en train déjà de commencer dans les coulisses. Ah si, ils arrivent. Venez vous installer. Écoutez, je vous laisse la parole pour cette keynote introductive. Merci d'avance pour vos propos. Merci beaucoup, Monsieur la Présidente de la Creux, cher Emmanuel. Aussi de ma part, merci de m'avoir invité pour représenter la Commission européenne. Et je fais un peu le relais ce que c'est dit à la fin par Claire Vaison, qui a dit qu'il faut plus d'Europe, il faut approfondir l'Union européenne et le marché unique européen. Et tout d'abord, les félicitations pour les 25 ans de la Creux à tout le monde, à toute l'équipe. Aujourd'hui, la Creux est aussi connue à Bruxelles. Alors, j'ai vu qu'il y a un débat plutôt franco-français. On va essayer de ouvrir un tout petit peu. Oui, non, ce n'était pas une critique. Et on m'a demandé de parler surtout du projet de l'innovation dans le secteur énergétique européen aujourd'hui. Et comme on sait, on a beaucoup parlé de la transition énergétique déjà aujourd'hui, mais la transition énergétique ne se fera pas sans innovation. On a des objectifs pour garantir à nos citoyens et à nos entreprises une énergie qui soit abordable, et on en a parlé, dont l'approvisionnement soit sûr et aussi qui soit entièrement décarboné à l'horizon 2050, pas seulement en France, partout en Europe. On a une loi pour être décarboné à 2050. Le mandat de la nouvelle Commission européenne a commencé il y a 6 mois et ses objectifs sur une politique industrielle et une politique avec des prix énergétiques abordables, c'est vraiment la priorité numéro 1 pendant ce mandat et combiné, bien sûr, comme j'ai dit, avec la décarbonisation et la sécurité. Et également, si on revient sur le sujet d'innovation, on a déjà parlé de Draghi. Draghi met en évidence parmi les 3 priorités que l'innovation est clé, justement pas seulement pour la transition énergétique, mais pour tous les objectifs. On a déjà parlé de la crise énergétique en 2022 et la flambée des prix, mais on a vu aussi pendant cette période-là une solidarité entre les 27 pays européens de l'aider l'un à l'autre. On a passé pas mal de lois et de règlements pour justement garantir qu'on arrive maintenant, 3 ans après, à un prix qui est toujours plus élevé qu'avant la crise et par rapport aux États-Unis, comme on a entendu, mais qu'on est quand même sorti de la crise, on n'a plus ce pic et on a une certaine solidarité. Mais si on revient sur cette transformation profonde du système énergétique, on sait que ce n'est pas possible sans les technologies, les services et les techniques de gestion du système énergétique qui soient nouveaux et innovants. Et on a cité déjà l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui dit qu'environ un tiers des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui sont nécessaires d'ici à 2050, ils proviendront de technologies actuellement en phase de recherche, de démonstration ou de prototype. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'investir dans tout ce qui est innovation. Et je ne parle pas seulement de l'innovation dans les secteurs, les technologies qu'on connaît, nucléaire, éolien et solaire, et je mets tous les 3 ensemble, mais on a besoin aussi d'innovation à être déployée dans les stockages, dans les petits réacteurs modulaires,
dans les outils de flexibilité et de pilotage intelligent des réseaux, dans l'hydrogène, dans le capture et stockage de carbone. Et tout ça, nous avons besoin de l'innovation pour mener à bien ce qu'on appelle en anglais les 3D, décarbonisation, décentralisation et digitalisation. Nous, à la Commission européenne, on apporte un soutien à toutes les étapes du cycle d'innovation. L'identification des priorités, en passant par les phases de développement, de tests et des projets pilotes, jusqu'au déploiement complet de nouvelles technologies et au lancement du cycle d'innovation suivant. On a un cadre, on a un programme stratégique des technologies énergétiques, le plan 7 plans, et on a parmi eux beaucoup de priorités des technologies qui sont là aujourd'hui, mais aussi à venir dans le futur. Pour financer ces innovations, on a un programme de recherche qui s'appelle Horizon Europe, qui est le programme phare de l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation, et c'est également le programme le plus important au niveau mondial. Pour la période de 2021 à 2027, on alloue plus de 15 milliards d'euros à des actions dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et du climat, y compris des réseaux. Et je prends l'exemple des réseaux parce qu'on a des représentants des réseaux ici et dans le panel précédent. Dans le domaine des réseaux et systèmes énergétiques dits intelligents, la recherche, développement et innovation contribue non seulement au développement de nouvelles technologies de réseau, mais elle promet également de nouveaux modes de planification et d'exploitation des réseaux et permet d'expérimenter de nouveaux moyens de coordination entre l'action des gestionnaires de réseau d'une part et les activités d'autres acteurs. Et ça, les autres acteurs, c'est de plus en plus des consommateurs, les prosommateurs qui produisent l'énergie qu'ils consomment, les agrégateurs et les fournisseurs de stockage d'énergie. Dans ce domaine, la France est un des leaders et je crois on peut déjà dire que Enedis a vu le placement d'Enedis en première place dans le classement mondial du Smart Grid Index qui mesure la performance de 92 opérateurs dans 37 pays. Félicitations à Marianne Lagneau. Il y a également un projet phare qui s'appelle Interopera, qui a une valeur de 70 millions d'euros, qui a pour objectif de développer la technologie dite HVDC, courant continu haute tension, afin de développer des réseaux multipolaires permettant une meilleure interconnexion des parcs éoliens en mer entre eux et avec des réseaux terrestres de plusieurs pays. Là, il s'agit d'une étape essentielle qui renforcerait l'efficacité des futurs développements en mer et ce projet Interopera rassemble 20 partenaires clés dans la RTE en France. Et maintenant, ça me ramène au sujet, il y a le financement, il y a le règlement, mais il y a aussi le sujet de coopération entre les différents partenaires. Et Emmanuel l'a mentionné au début de cet après-midi, que la coopération et la coordination des partenaires est essentielle, clé. Et je peux là rappeler ce que Claire Vaison a dit à la fin. On est en train de monter une task force, l'Union énergétique, qui veut vraiment discuter parmi les 27 États membres ce qu'il manque dans la mise en œuvre de tous nos règlements, Electricity Market Design et tout, comment vraiment fait l'Union européenne dans le secteur énergétique et où est-ce qu'il y a les gaps actuellement. Et il y en a encore. Également, on a fait des plans d'action tant que sur la numérisation du système énergétique, avec toute une série d'actions, tant que pour le plan pour renforcer les réseaux. Une des actions de ce plan, sous l'égide des régulateurs européens de l'énergie, comme ACER, Christian, et des gestionnaires de réseaux, consiste à élaborer un ensemble d'indicateurs communs pour des réseaux intelligents, une sorte d'alphabet, afin de donner de la visibilité aux acteurs et de stimuler les investissements nécessaires dans la numérisation des réseaux.
je souhaiterais remercier les régulateurs qui ont rendu compte des progrès accomplis. Et moi, j'étais à Copenhague le lundi au forum où c'était présenté et on en a parlé. Il y en a d'autres exemples pour travailler entre pas seulement les organismes de transition et de développement et de distribution, mais il y a aussi la création de jumeaux numériques entre les réseaux électriques, le Digital Twins. Finalement, je souhaiterais saluer les travaux de l'Agence pour la coopération de régulateurs de l'énergie, ACER, et mettre en évidence le rapport annuel de 2025 sur les tarifs, parce que l'Agence recommande des bonnes pratiques tarifaires pour promouvoir les réseaux intelligents et la gestion efficace des réseaux. Et là, comme on est en train de préparer un nouveau paquet sur les réseaux, le Grids Package, pour la fin de l'année au niveau européen, on va regarder d'abord sur l'utilisation optimisée des réseaux existants. C'est ce que nous permet déjà de faire des économies et de limiter les investissements dans les nouveaux réseaux au strict nécessaire. Ceci, bien sûr, a un impact sur les prix et les coûts de l'énergie. Et après, ce pacte sur les réseaux va bien sûr aussi mettre l'accent sur le déploiement des nouveaux réseaux. Mais il faut d'abord regarder ce qu'il existe. En ce qui concerne la facture pour les consommateurs, l'action des fournisseurs d'énergie est tout aussi importante et les fournisseurs peuvent, eux aussi, déployer des innovations et des services permettant à leurs clients. Et je suis sûre que M. Pouyanné peut nous dire plus sur la vision d'un fournisseur énergie sur le sujet d'innovation. Finalement, en ce qui concerne l'industrie, on a déjà mentionné le Net Zero Industrial Act. On veut développer plus de technologies et de développement de technologies innovantes et durables et stimuler la compétitivité en Europe avec les industriels en Europe. Et j'imagine que Siemens Energy, Anne-Laure de Chamard, va en parler. L'innovation se réfère pas seulement au développement de la technologie et des infrastructures, mais aussi dans la gestion du système électrique et les règles de marché. La régulation joue donc un rôle fondamental parce qu'elle donne un cadre et les incitations nécessaires pour ces développements, et j'ai déjà cité les travaux d'ACER, mais aussi des régulateurs nationaux en ce moment. Pour finaliser, on a beaucoup d'innovations. J'ai aussi un exemple qui a été cité par le ministre ce début de l'après-midi, c'est le Turbo 7. On en a entendu parler. Félicitations à la Creux. C'est un exemple clé pour nous et on espère d'avoir plus au niveau européen. Merci également à la fin pour m'avoir invité et je vais également regarder tout le panel et les discussions, lively discussions. Merci beaucoup, merci à vous. Vous avez déjà orienté quelques questions et quelques sujets de débat. Alors, premier tour de table, on peut commencer avec vous, Anne-Laure de Chamard. La keynote de Mathilde Wordenfer était particulièrement inspirante. On voit comment l'Union européenne donne le cadre de l'innovation avec des fonds importants comme Horizon Europe, ça a été dit. De votre point de vue, quelles sont aujourd'hui les innovations qu'il ne faut pas rater finalement pour la transition énergétique? Quel type d'innovation? De quoi parle-t-on précisément quand on parle d'innovation chez Siemens Energy et les conditions de cette innovation? Oui. Merci beaucoup. Non, mais Mathilde l'a dit, aujourd'hui, si on regarde dans les 15 prochaines années, l'augmentation en demande d'électricité dans les 15 prochaines années va augmenter de 50% dans le monde. Ça va se faire en produisant de plus en plus d'énergie, mais en étant aussi beaucoup plus efficace dans la façon dont on peut produire et dans la façon dont on émet. Et Mathilde disait que un tiers, je crois, des émissions pour pouvoir arriver à la neutralité carbone, un tiers de ces émissions-là viendront de technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Alors, chez Siemens Energy, nous, on intervient vraiment dans toute la chaîne de valeur. Donc, on est un producteur de technologies énergétiques.
que ce soit au niveau de la génération, les turbines à gaz, les turbines éoliennes, toute la partie transport, distribution, et dans la partie consommation pour les gros industriels. Et donc, on investit en termes d'innovation dans tous ces sujets-là de efficacité énergétique, électrification. Donc, on a parlé de smart grid, digital grids, pour pouvoir, en utilisant l'IA, voir comment mieux moduler, gérer la résilience des réseaux, et puis pouvoir mieux l'adapter à l'intermittence. On gère aussi tout ce qui est hydrogène. Donc, on a bâti une gigafactory d'électrolyseurs à Berlin, en JV d'ailleurs, en partenariat avec Air Liquide, où aujourd'hui, depuis cette gigafactory, on est capable de produire la capacité, autant de capacité pour pouvoir combler 50% de la capacité ambitionnée par l'Europe d'ici 2030, des 40 gigawatts. On est aussi en train d'investir, et ça c'est un projet avec Engie également, Claire, qui est dans des projets pour des turbines à gaz qui fonctionnent 100% hydrogène, pour justement gérer les pics sous hydrogène. On est aussi, et ça d'ailleurs c'est un projet qui est avec Horizon Europe, dont vous parliez. On investit également dans tout ce qui est la capture carbone, CCUS, Direct Air Capture, où on a des projets avec Aramco en Arabie Saoudite et ailleurs, et dans le nucléaire, donc le Small Modular Reactors, la fusion nucléaire. Donc on essaye vraiment d'être présent sur toute la chaîne de valeur, que ce soit à travers des partenariats dont j'ai parlé, ou à travers des centres d'innovation partout dans le monde, pour pouvoir capter justement les idées et les marchés où ça va sortir en premier, et également à travers le venture, pour pouvoir scouter les startups. Typiquement, dans la fusion, c'est ça qu'on a fait avec Marvell, et les aider à scaler en leur apportant un marché. Voilà. Et juste pour faire le lien avec le panel précédent, en termes d'investissement, vous sentez qu'il y a une dynamique, comment vous mesurez cette appétence? Je pense que ce que disait Xavier tout à l'heure, on sent une dynamique énorme. C'est des investissements qui s'accélèrent partout dans le monde, avec des vrais sujets de bottleneck, de goulot d'étranglement dans toute la partie supply chain dont parlait Xavier. Aujourd'hui, Xavier veut passer une commande sur un transformateur. Les manufacturiers comme nous, on doit mettre 6 à 7 ans pour pouvoir lui donner. Donc ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut une immense visibilité. Donc c'est très en lien avec le panel juste avant. Merci. Patrick Pouyanné, de votre côté, vous aussi, vous êtes vraiment engagé dans une mutation profonde de vos activités. Dans ce contexte, où placez-vous le curseur de l'innovation? Après tout ce que l'on vient de se dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui et là où il faut mettre tous nos efforts dans la transition énergétique? Bonjour, merci de m'accueillir. Nous, on est nouveaux dans ce monde de l'électricité, donc en tout cas félicitations à la Creux pour 25 ans. J'espère que ça va durer un peu encore longtemps, parce que de temps en temps, quand j'écoute les discours, j'ai le sentiment qu'on veut s'éloigner de la raison d'être de la Creux, qui est une solution un peu anti-concurrence, qu'on se demande si la concurrence sert à quelque chose. Ça m'inquiète un peu, parce que si on pense, je fais le lien avec l'innovation, si on pense que la régulation absolue et le manque de concurrence va encourager l'innovation, je peux vous dire que ça ne sera pas le cas. Donc quand j'entends des gens manipuler des concepts de style on va tout mettre sous forme de CFD, vous pouvez dire c'est la fin de l'innovation et on rentrera dans une économie, dans une électricité administrée. Donc c'est un message général, j'en profite puisque vous m'avez invité, Emmanuel, pour dire il faudrait peut-être faire attention. Et effectivement, parce qu'en fait tout ça c'est le cœur du problème de la transition, je vais venir à votre question. C'est finalement comment on arrive à faire la transition qu'on doit faire pour baisser les émissions et en même temps tout en gardant une énergie abordable. Et c'est cette équation-là qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à faire. Je voyais l'équipe les gens de l'IFOP, oui, tous nos concitoyens sont enthousiastes à l'idée que tout ça soit plus décarboné. Simplement, aucun d'entre eux ne veut payer plus cher. Et ça, c'est vraiment le challenge auquel on fait face. Ce qui veut dire que, oui, il y a des innovations, mais il y en a déjà quelques-unes qui existent. Donc déjà, il faut faire avec ce qu'on a. Et la façon dont je regarde la transition, il se trouve que pour nous, oui, on met en œuvre cette transition. Et en fait, cette transition dépend beaucoup d'ailleurs d'un monde régulé. Le vrai débat qu'il y a eu chez Total à l'époque, qui est devenu Total Énergie, c'est est-ce qu'on part d'un monde où finalement on est content dans nos pétrole et le gaz, il n'y a rien de régulé là-dedans. On est heureux, on produit, puis on va vendre sur des marchés mondiaux. Et puis la transition nous oblige à aller dans un monde où il y a des régulations de partout. Alors l'électricité, alors ça mes concurrents m'ont dit il ne faut surtout pas aller là-dedans, il n'y a que des régulateurs partout, ils vont te faire plein de choses. Mais ce n'est pas vrai, il n'y en a pas que là. Tout est régulé. Tout ce qui est molécules, les fameuses molécules bas carbone, décarbonées, les carburants aériens durables, les carburants routiers, les biométhanes, etc. Tout est régulé en fait. Avec une vraie difficulté, quand c'est régulé, et ça renvoie à votre notion, c'est la visibilité de cette régulation
et la croyance qu'on a dans les mandats qui sont en France. Je vais prendre un exemple. En Europe, tout le monde dit on va faire des véhicules électriques en 2035. Simplement, il y a un signal un peu faible qui vient d'arriver. On vient de changer la façon dont les pénalités sont appliquées. Moi, je regarde un autre marché qui m'intéresse, je vais venir sur l'électricité, qui est le marché des carburants aériens durables. On me dit qu'il y a un mandat de 6% en 2030. Je vais l'atteindre, je suis même à 10%. Puis il va passer entre 2030 et 2035 de 6% à 20%. Je peux vous dire que j'ai des vrais doutes. Et donc la question pour nous, c'est est-ce que je dois vraiment investir là-dedans? Parce que si j'investis et que le mandat bouge, pour des raisons de consommateurs, de clients, eh bien, je vais me retrouver dans des marchés surcapacitaires. Aujourd'hui, les biocarburants en Europe sont surcapacitaires, il n'y a plus de marge. Les gens qui innovent et qui investissent dans des outils se retrouvent avec des pertes, d'autant plus que l'Europe, malheureusement, j'en profite, contrairement à ce qu'elle dit dans les discours, ne protège pas les industriels européens et qu'on est incapable sur un sujet pareil de décider que les biocarburants européens sont protégés par rapport aux biocarburants chinois qui rentrent allègrement en Europe. Même le Parlement français a réussi à voter un texte qui permet d'avoir un avantage fiscal de 50% sur les carburants aériens durables, quelle que soit leur origine. C'est pas mal, le consommateur. On n'a même pas réussi à faire écrire dans le texte que c'était pour les carburants d'origine européenne. Voilà, passage. Donc il y a un vrai sujet. Non, mais tout ça, c'est important, parce que quand on innove, on a visibilité. Alors après, moi, je dirais, je classe les sujets en deux grandes catégories. Il y a ceux qu'on peut d'ores et déjà mettre en œuvre. Renouvelables, batteries, je dirais biomasse, biocarburant, tout ça, il faut y aller, ça existe, les solutions existent. C'est mature. C'est mature. Bon, le coût des batteries est en train de baisser assez fortement, ça c'est un vrai sujet. On n'a pas encore des régulations qui nous permettent de déployer des batteries comme le reste, par exemple en France. Il n'y a pas de neutralité technologique des régulations. En France, il vaut mieux faire des steps pour stocker de l'électricité que des batteries. Vous payez moins cher le TURP. Ça n'a rien, c'est 5 euros par mégawattheure, mais c'est 5 euros. Donc il faut, à mon avis, et là-dessus, il faut une neutralité technologique si on veut encore. Il y en a qui sont matures, donc il faut y aller. Il y en a d'autres qui le sont moins. Je vais vous dire, l'hydrogène vert, c'est quand même pas encore mature. Malgré ce que j'entends, j'ai visité il y a peu de temps, je suis très impressionné, j'ai amené tout mon COMEX à Berlin chez Siemens, voyez, pour apprendre ce qui se passe. J'étais très content d'ailleurs de voir que ça avançait bien. Ça nous a donné pas mal d'idées et on va avancer, mais ce n'est pas encore mature, notamment c'est pas mature vis-à-vis du consommateur. Je peux le dire puisque Total Energy est l'entreprise au monde qui a signé le plus de contrats pour acheter de l'hydrogène vert. 250 000 tonnes par an, il n'y a personne d'autre, on est numéro 1. Puisqu'on veut utiliser l'hydrogène vert pour décarboner nos raffineries en Europe grâce au cumul UTS sur FNBO, etc. Mais encore que là-dessus, c'est une question de débouchés, du coup. Qui ne sont pas si simples que ça, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, l'Europe a dit il y a une réglementation RED 3, un règlement FNBO, sauf que chacun des États est en train de faire sa soupe. Et moi, je ne sais pas, non mais c'est quand même un vrai problème, j'ai un potentiel de 500 000 tonnes de décarbonation pour acheter de l'hydrogène vert. Pour l'instant, je me suis arrêté à 230, parce que quand je regarde ce qui se passe dans chacun des États, les Pays-Bas ont pris une position minimaliste, les Allemands vont sans doute faire ce qu'il faut, les Français, je ne sais pas trop, parce que de toute manière, il faudra attendre une loi budgétaire ou une loi fiscale, donc on est complètement à l'aveugle. Et donc c'est un vrai problème, parce qu'il y a un cadre européen qui vous dit, puis derrière, chacun des États, c'est pas unifié. C'est quand même assez compliqué d'investir dans des sujets qui commencent, on parle de centaines de millions, on parle après de subventions, etc. Donc voilà, donc moi je classifie, donc c'est ce genre de choses. Bon après, on me parle beaucoup d'e-fuel. Moi je veux dire, je ne vais pas mettre un sou dans les e-fuel, il faut être très clair. Parce que c'est l'énergie la plus chère au monde qu'on puisse faire pour un consommateur. Donc je sais bien que l'Europe a écrit dans un texte, il faudra 5% d'e-fuel en 2035. Mais pourquoi voulez-vous mettre du capital là-dedans, alors que je ne suis pas certain que tout ça tiendra, et que je n'aurai pas de clients à la fin qui payeront pour? Donc il y a quand même un sujet dans cette affaire. Et donc on classifie, oui, on alloue notre capital à ce que je considère comme mature, qui permet de faire baisser les émissions, qui permettent de faire la transition. Et si j'en fais que 25%, je pense que l'erreur, c'est de croire qu'il faut investir tout de suite dans des solutions qui sont déjà celles de 2050. Non, il faut accepter l'idée qu'on va y aller par étapes, qu'il faut faire maximiser nos capitaux pour baisser les émissions avec les technologies qui existent, et puis plus tard, eh bien, on passera à l'hydrogène vert, bien sûr, entre-temps, il y a le carbone capture, etc., comme vous l'avez dit. Voilà comment je vois la dynamique de tout ça. Mais les messages, gardez la compétition, ayez une neutralité technologique et essayez. Et cette question de visibilité, honnêtement, elle est essentielle parce que je vous dis, on commence à avoir des doutes sur quelle est la vraie trajectoire qu'on suivra. Merci. Marianne Legnaud, alors vous, l'innovation, comment vous l'apercevez? On évoquait les 100 milliards d'investissements. Alors il n'y a pas que de l'innovation là-dedans, évidemment. Quelle est la part de l'innovation pour bien, peut-être optimiser les raccordements qui arrivent en masse et aussi, pourquoi pas, les bandes de recharge des véhicules électriques? Voilà, comment vous placez le curseur de votre côté? Bonsoir à tous. Il est encore temps, même si l'après-midi est bien avancé, de souhaiter un bon anniversaire à la Creux.
Et donc, effectivement, Enedis, c'est une entreprise à la fois une entreprise de 41 000 salariés et un service public. Un service public qui a comme ambition par nature de délivrer le meilleur service au meilleur coût. Par nature, il est performant, il se doit d'être performant. Et au cœur de la performance, il y a bien sûr l'innovation. L'innovation lui permet de gagner en performance sur un certain nombre de dimensions. Alors, il y a certains aspects qui ont déjà été évoqués. Cette innovation, nous, on l'a mis au cœur de notre raison d'être, puisqu'on est aussi une entreprise à mission, la seule d'ailleurs du secteur de l'énergie. Et dans notre raison d'être, eh bien, c'est agir pour un service public innovant, performant et solidaire, et raccorder la société à un monde durable. Alors, je ne vais pas reprendre les propos de Mechtil, qui gentiment a partagé toute la fierté que nous avons d'avoir été classés pour la 3e année par le Smart Index Grid de Singapour comme le DSO le plus smart, entre guillemets bien sûr, au monde pour la 3e fois. Et derrière, c'est bien fondé sur des critères de capacité d'innovation, capacité à raccorder des ENR, à les intégrer dans le réseau, des véhicules électriques, à utiliser la donnée. Et au cœur de l'innovation, il y a de plus en plus, pour une entreprise comme la nôtre, l'utilisation de la donnée. Nous produisons chaque jour 1 milliard de données. Et d'ailleurs, tous les fournisseurs, la première table ronde qui ont parlé des offres plus innovantes, plus flexibles, plus vertes, qu'ils le faisaient à leurs clients, eh bien, c'est en grande partie grâce à cette innovation industrielle formidable qui a été la mise en place du compteur Linky. Et nous avons développé et délivré cette innovation industrielle en temps, en heures et en dessous du budget, ce qui n'est pas si fréquent pour un grand projet industriel. Deuxième dimension, bien sûr, c'est aussi d'accompagner des changements de mentalité. Je ne donnerai qu'un seul exemple de l'innovation qui fait changer les mentalités. Les Jeux Olympiques de Paris ont été les premiers Jeux Olympiques raccordés totalement. Tous les stades ont été raccordés au réseau électrique, et ce pour empêcher, ce que vous ne savez pas forcément, mais c'est que les soirs de grands événements culturels, sportifs ou de matchs, bien jusqu'à présent, c'était des groupes électrogènes diesel qui tournaient, et le CIO, et c'est ça l'industrialisation, l'a imposé désormais pour tous les Jeux Olympiques à venir, devront être raccordés en premier lieu au réseau. Donc l'innovation, elle nous permet d'accentuer notre performance, et comme il ne faut pas se disperser, eh bien, on a essayé d'avoir des objets prioritaires d'innovation, une feuille de route d'innovation qu'on partage d'ailleurs avec la Creux, puisque dans le TURP, il y a aussi un budget pour l'innovation et la R&D. Et on l'a concentré sous 2 angles, de l'innovation et de la R&D pour améliorer notre performance industrielle, car nous sommes une grande entreprise industrielle. Xavier a mentionné une moyenne d'investissement de 5 milliards par an en France, 5 milliards par an en France, donc, et autant d'emplois, de compétences et d'usines qui vont avec. C'est 180 usines qui travaillent pour Enedis et 12 en construction. Et puis l'autre fléchage de l'innovation pour nous, c'est piloter ce réseau qui fait 35 fois le tour de la Terre et qui doit accueillir toujours plus d'énergie renouvelable, toujours plus de mobilité électrique. Et donc ça se suppose de rénover en profondeur son mode de pilotage, mais aussi d'accueillir des flexibilités, de les développer, d'accueillir des capacités de stockage. Donc l'innovation, elle est au cœur de notre activité, et elle est aussi possible parce que le régulateur considère que l'innovation, et je le remercie, fait partie des leviers et des missions d'un grand opérateur comme nous. Et donc il a été aussi évoqué des leviers d'innovation qu'on va mettre en œuvre et qui ont été beaucoup commentés dans TURP 7, autour des heures pleines, heures creuses. On a vu tout à l'heure la cloche solaire ou la courbe en canard, en français dans le texte, et bien pour y répondre, et pour répondre aussi à ces moments de décalage entre de la production, et il y a eu beaucoup de débats très enflammés sur le mix énergétique, c'est toujours le cas, mais il ne faut pas oublier les réseaux, de même que quand on parle des coûts. Il ne faut pas oublier les coûts totaux du système électrique, coûts des réseaux inclus, et se dire qui paye quoi à l'intérieur des coûts, catégorie par catégorie, industriel, ménage. Donc ça, c'est toujours intéressant à regarder. Et donc,
des innovations, elles sont techniques, sont technologiques, intelligence artificielle. Aujourd'hui, la moitié de nos projets Enedis utilisent l'intelligence artificielle, mais elles sont aussi contractuelles et régulatoires. Et donc, la CRE accompagne, et on va peut-être en parler plus tard, mais cette démarche d'innovation, et je crois que c'est vraiment au cœur de ce qu'on a à faire pour préparer l'avenir et être aussi plus performant aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors justement, tour de table d'illustration très concrète avec vous pour commencer, Anne-Laure de Chama, sur peut-être un projet, alors vous l'avez évoqué, aux côtés d'Air Liquide, le projet hydrogène le plus ambitieux en Europe, en Normandie. Quels enseignements tirez-vous de ce projet en termes d'innovation et peut-être aussi quel est le rôle du cadre régulatoire pour faciliter un tel projet ? Non, mais donc tout à fait. On travaille avec Air Liquide, d'ailleurs avec Total Energy, sur ce. Exactement. C'est grâce à la demande de Total que ça marche. Vous pouvez je vais y revenir parce qu'il y a vraiment un effet régulatoire important là-dessus. Donc c'est un projet de 200 mégawatts en Normandie, dans le bassin industriel normand, et Total s'est engagé à acheter 50% de la production de cet hydrogène pour pouvoir décarboner ces raffineries. Mais vous êtes, oui. Et donc c'est vraiment un beau projet. C'est 28 000 tonnes d'hydrogène par an qui vont être produits là-bas dès 2026. Et alors c'est vraiment un exemple de comment est-ce que la régulation a aidé l'innovation. Pourquoi ? Ça a permis de créer la demande, ça a permis de débloquer les investissements dont on avait besoin, et ça a même permis de créer de la valeur locale en France. Peut-être un peu de détails sur chacun de ces leviers. Créer de la demande, donc c'est tous les mécanismes de subvention qui permettent de rendre le coût de cet hydrogène vert un petit peu plus acceptable pour Total Energy, et qui leur a permis de faire un off-take contract de 50% de cette production. Sur la partie investissement, c'est tous les sujets IPCEI pour pouvoir aider cette fois Air Liquide à construire à investir les capex dans la production de cette usine de production d'hydrogène. Et en fait, avec ça, il y a aussi des conditions qui étaient dedans. Et typiquement, nous, on s'est adapté pour ça, pour pouvoir produire 60% des électrolyseurs qu'on fabrique, Siemens Energy. La production, 60% de cette production, de cette valeur ajoutée de ces produits-là, est faite en France, à travers des filiales françaises, pour pouvoir justement répondre à cette exigence de contenu français. Donc c'est vraiment un exemple où la régulation a permis à ces innovations de voir le jour de façon intelligente. Après, honnêtement, il reste encore beaucoup de choses pour pouvoir aller plus loin sur le sujet hydrogène. C'est un projet qui est un superbe projet, mais quand on voit aujourd'hui tous les projets qui ont été annoncés dans le monde, il n'y a que 4% des projets qui ont atteint la décision d'investissement. Et en Europe, d'ailleurs, je remercie Total Energy parce que beaucoup d'entre eux viennent de chez Total. Donc c'est un vrai sujet. Et là-dessus, je dirais, il y a trois choses, et Patrick en a parlé tout à l'heure, il y a trois choses qu'il faut débloquer. Les critères d'additionnalité, ça a tué le marché avant même qu'il émerge. Donc tout ce qui était de dire il faut pouvoir produire du renouvelable en plus, qui soit sur le même réseau, qui produisent de l'énergie renouvelable pile au moment où on produit l'hydrogène, ça a juste créé une complexité et des surcoûts qui ont rendu tous ces business models complètement non bancables. Donc ça, à simplifier. Le deuxième sujet, c'est RED 3, dont on parlait juste avant, où aujourd'hui, ça existe avec des super ambitions en termes de quotas pour le maritime, l'aérien, etc. Mais alors, en termes d'implémentation dans les pays, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, il n'y a rien qui est mis en place. Et honnêtement, ce qu'a dit Patrick sur Total, on entend ça de tout le monde. Et il y en a beaucoup qui disent « je suis prêt à lancer un projet, mais j'attends, parce que j'ai tellement peur que de toute façon, en fait, toutes ces targets qui ont été mis soient décalés, soient jamais appliqués, etc., que merci, mais je n'ai pas envie d'être finalement le dindon de la farce de ce sujet-là, donc je n'investis pas. » Et le troisième sujet, c'est le sujet du contenu européen, dont on parlait aussi, où là, en hydrogène, si on ne commence pas à se dire il faut qu'on mette en place des critères non pris pour créer des filières pour la résilience et la souveraineté énergétique en Europe et éviter la concurrence déloyale, eh ben, ce sera comme le PV, qui a été d'ailleurs inventé en Europe par Siemens et qui maintenant est 100% chinois. À partir du moment où c'est les impôts des gens qui financent, c'est quand même assez simple. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à dire que les électrolyseurs qui fonctionnent en Europe devraient être produits en Europe. Mais je suis d'accord. J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à énoncer simplement ce principe. Parce que c'est quand même tout ça de l'argent public que nous utilisons
pour favoriser cette innovation. Donc dire qu'en face, il faut que ces électrolyseurs soient construits en Europe, je ne dis pas la France, je dis l'Europe, parce que je considère qu'on est dans un cadre européen, volontairement, ça permettrait quand même de protéger un peu des acteurs. Voilà, donc j'en profite. Non, mais très, très, très vrai. Et pour être, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec certains pays. La France, pour ça, est un peu plus rationnelle et pragmatique, mais également au niveau européen, où, honnêtement, on est très naïf. On est les seuls à se dire qu'il faut être très strict vis-à-vis de l'OMC quand tous les pays dans lesquels nous, on vend, nous disent, si vous ne fabriquez pas dans nos pays, en mettant les usines et en construisant les usines chez nous, vous n'aurez pas de contrat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte et on met des usines partout, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Il n'y a qu'en Europe où on n'est pas assez fort sur ce sujet. Eh bien, merci pour cette alerte. Patrick Pouyanné, donc vous avez réagi. Est-ce que vous voulez compléter sur ce projet? Non seulement on achète l'hydrogène vert, mais on fournit les électrons à l'électrolyseur. Donc on est dans les deux bouts, nous, puisqu'on est producteur d'électricité et on est aussi utilisateur de l'hydrogène. Donc ça nous permet de... Par ailleurs, on fait exactement la même chose, je le dis, parce qu'il y a un autre pays qui, pour le coup, a pas mal innové dans son schéma. On fait ça aux Pays-Bas, où il y a un schéma d'éolien offshore qui nous oblige, en fait, pour avoir les contrats de concession, on a été obligé de construire des électrolyseurs. C'est assez dynamique, avec des choses assez innovantes, où on est obligé de construire des batteries en complément de l'éolien offshore pour stabiliser le réseau, etc. Donc les régulateurs, quand ils le veulent, peuvent aider à innover. Bon, après, ça a un coût, tout ça. Il y a des divers guichets qui permettent, c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher à droite à gauche, mais enfin, on y arrive. Mais donc, on fait la même chose, avec d'ailleurs aussi une technologie Siemens Air Liquide aux Pays-Bas, où on va construire un autre électrolyseur pour décarboner la raffinerie des Pays-Bas. Voilà ce que je peux vous dire. En tant que fournisseur alternatif d'électricité, vous êtes l'un des leaders en termes d'innovation dans les offres cette fois-ci. Quelle est votre ambition sur ce sujet-là et comment Ça, c'est un vrai sujet, parce que quand on réfléchit à pourquoi la concurrence sert à quelque chose, je me rappelle, j'étais assez challengé par le prédécesseur d'Emmanuel, mais qui a continué. Finalement, la question pour nous, c'est vis-à-vis des clients, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de plus? Il y a un domaine où je pense qu'on n'est pas assez... on regarde beaucoup le prix, et en fait, il y a quand même toute cette notion de les aider à effacer de la consommation. C'est-à-dire comment on peut mieux consommer. En France, on a eu un gigantesque programme de déclenchement du fameux compteur Linky. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en fait pas grand-chose du compteur Linky. Donc, je passe mon temps à... Il est là. Non, mais je sais qu'il est là. Et donc, je veux dire que... mais c'est un outil qu'il faut qu'on arrive à beaucoup mieux utiliser. Et je vais vous dire un peu pourquoi je pense qu'on n'arrive pas à l'utiliser. Bon, alors on a plein d'idées chez Total Energy. Donc on a effectivement développé des offres super creuses pour que les gens puissent charger leur véhicule électrique grâce au compteur la nuit. Vous programmez votre voiture, j'en ai une, ça marcherait bien. Bon, à la fin j'ai calculé, l'offre elle est quand même pas super, donc je suis revenu au régime avant. Ça c'est pour mes équipes. Enfin c'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est même mes collègues qui m'ont dit mais pourquoi tu as pris ce truc-là? Tu consommes pas assez. Il faut dire que ma voiture roule pas beaucoup, mais bon. Il y a des offres dites à tarification dynamique, les fameuses offres où 345 jours, vous avez un très bon tarif et puis on vous demande pendant 20 jours de pouvoir effacer, mais c'est des choses qui peuvent faire prendre conscience aux consommateurs que la consommation a une valeur. Et s'ils en vont un bénéfice sur leur facture, ça va marcher. On réfléchit en ce moment à savoir si on développe une offre, une 9e heure creuse qui pourrait se promener, qui pourrait décider qu'entrer là, ils en ont 8, et puis une 9e qui pourrait être à leur disposition. Bon. Et c'est toujours la même idée, ou des offres week-end. Bon, naturellement, ça suppose une certaine éducation. Il y a un obstacle quand même, je me permets de le dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous avez le code de la consommation qui vous dit qu'un client à qui vous allez devoir aider à faire cette innovation, parce que ça, derrière, c'est un effort pour accompagner le client, il peut changer de fournisseur quand il veut, à tout moment. Eh ben, je vais vous dire, ça tue le système. Enfin, je suis désolé de vous le dire. J'ai découvert ça quand je suis rentré dans ce métier-là. Moi, on me demande de faire des choses pour promouvoir l'innovation auprès de mes clients. Je sais que si je veux accompagner le client pour faire ce que je viens de dire, lui faire l'offre, l'accompagner à faire fonctionner son compteur Linky, tout ça n'est pas inné. Il y a un investissement à faire sur le client. Alors, on va trouver des clients super geeks qui vont être contents. Il y en a d'autres parce que, un concurrent, je ne vais pas le citer, passe devant le couloir et dit « je vous offre moins cher » et qui sort, j'aurais fait mon effort pour rien. Donc, il y a quand même un sujet qu'il faudrait quand même regarder d'un peu plus près. Et je pense que c'est plus profond. C'est pas que sur l'innovation, qui est dans quelle mesure pourrions-nous avoir des offres peut-être plus agressives pour nos clients, qui nous permettent d'accompagner l'innovation, voire des tarifs, mais qui permettraient d'être accompagnés d'un minimum de, 6 mois, 1 an, de garder un abonné. Aujourd'hui, la fluidité parfaite qu'a créé le code de la consommation, je suis désolé, elle n'est pas favorable au développement de ce type d'offre. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le développement de l'offre? C'est trouver la base suffisante de clients pour lancer toutes ces offres. On sait les faire technologiquement,
Mais pour qu'elle soit rentable, entre guillemets, parce qu'elle génère des coûts, il faut qu'on ait une base suffisante de clients. Donc ça, je dis. Je dis ça parce que je demande de relâcher quelque part une contrainte qui aujourd'hui, il y a trop de liberté. Mais à l'inverse, je pense que dans le métier des fournisseurs, on pourrait mettre un peu d'ordre. Si vous me permettez de penser, je l'ai dit à Emmanuel Vargon, moi j'ai découvert... Alors pour le coup, en France, tout est régulé, mais alors là, vous pouvez devenir fournisseur d'électricité en passant dans le couloir. C'est pareil. Vous envoyez une lettre, on vous dit vous êtes fournisseur, on vérifie même pas que vous avez les capacités financières, techniques. Vous êtes fournisseur. Je pense que c'est un vrai problème. Il y a eu des crashs en 2022. Je suis étonné qu'on n'en ait pas tiré les conséquences. Moi, je pense qu'il serait normal que ce métier, et ça aiderait l'acceptation et la concurrence, qu'on régule un peu mieux tout ça, qu'on regarde les bases financières de backup et qu'on ait éventuellement des cahiers des charges. Il se trouve que dans mon vieux temps, pas loin du ministère à côté, dans le bâtiment à côté, j'ai créé la régulation des télécoms et les autorités de régulation des télécoms. Les cahiers des charges des opérateurs des télécoms, il y avait dedans, pour être un opérateur concurrent, des clauses d'innovation, des clauses de couverture. C'était pas, on passe dans le couloir et on peut devenir. Pardon, j'en profite à nouveau pour le dire. Ça n'a pas bougé. En 2022, tout le monde a hurlé en disant c'est quoi cette affaire, on peut abandonner ses clients et après on va chercher les bonnes personnes du service public. C'est Marianne Léo qui est en non, prise directe. Ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai sujet parce que tout ça c'est lié et c'est l'équilibre de cette compétition. Et la régulation, le cadre régulatoire doit permettre à la fois de favoriser, de donner une certaine liberté, mais pas trop de liberté qui font qu'à la fin, on se retrouve avec un marché qui n'est géré que par un seul vecteur, qui est le coût ou le prix. Et ça, c'est pas très bon pour l'innovation. Enfin, voilà ce que j'observe dans ce marché-là. Donc, je permets devant vous de redire ce que j'ai pu dire à l'occasion à Emmanuel déjà. Bon, après, on a du B2C. Et là, je pense que c'est vraiment important. Si on veut baisser les émissions, il faut baisser la consommation. Pour baisser la consommation, il faut faire du digital, il faut utiliser tout ça. Et il y a des vecteurs, on le sait tous, il faut que ces offres, on arrive à les propager. Bon, après, on a les entreprises, bien sûr, qui sont pour moi aussi un vecteur important. Et là, je dirais, le principal innovation qu'on essaie de leur apporter, c'est de répondre à la demande de Pierre-André, mais il est parti. Il est là ? Il est là. Non, mais moi, ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, et on y est impliqué, on arrive à être innovant si on arrive à fournir de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos industriels. Donc, quand c'est intermittent et solaire et éolien, c'est sympa, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Personne ne veut acheter une électricité intermittente. Ça a une valeur. Alors, on peut me dire c'est super compétitif, mais non. D'ailleurs, tous ceux qui, dans une première vague, ont acheté des PPA, si PPA as produced, ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'à la fin... Et donc, il faut être capable, et c'est là que une boîte d'énergie a une valeur ajoutée, de les combiner avec des moyens flexibles qui vont être des centrales à gaz, qui vont être des batteries. Il faut être l'ensemblier de cette électricité bas carbone. Et ça, il y a une valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. On réussit à le faire maintenant. On a convaincu, on a signé des PPA de ce type-là, je peux le dire, avec Saint-Gobain, aux États-Unis et en France, mais aussi avec ST Microelectronics. Donc là, il y a une valeur ajoutée. Et c'est là que d'ailleurs la pleine mesure, pour moi d'ailleurs, si on justifie d'être Total Energy n'est pas dans ce secteur-là simplement pour faire des centrales solaires et produire du PPA as produced. J'apporte rien par rapport à un développeur renouvelable, surtout si en plus il y a des tarifs régulés par la CRE. Alors vraiment, c'est le métier qui m'intéresse pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça, je veux dire, mes actionnaires, ils veulent pas que j'investisse dans des machins régulés pas par la CRE. Ça va, mais c'est pas le sujet. Ce qu'on veut, c'est au contraire. On utilise divers outils, on a des actifs de production, on fait la combinaison, on appelle un vrai service. Le vrai service, c'est apporter une énergie plutôt bas carbone, qui va être de plus en plus décarbonée. Elle n'est pas 100%, bien sûr, à l'industriel, à un prix abordable. Parce qu'à la fin, ce qu'ils regardent, c'est le prix. On peut le faire. Il faut, de ce point de vue-là, je réinsiste, arriver à l'histoire de batteries en France sont quand même pas encore complètement débloquées. Et franchement, on m'a posé la question il y a peu de temps à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, moi, je sais faire des renouvelables sans creux, entre guillemets, et je suis obligé de faire du solaire avec des batteries, je mets des batteries partout. La leçon de l'affaire espagnole, on va la voir bientôt arriver. C'est quoi ? C'est qu'il manque des batteries, il manque des moyens flexibles dans tout ce système. C'est pas la faute du solaire, le pauvre solaire, il était content d'être là. Le problème, c'est que le régulateur de ce système, il a déconnecté les systèmes flexibles, il n'avait pas assez de systèmes flexibles. Je me rappelle avoir vu Teresa Ribera il y a 5 ans pour lui dire, mais quand est-ce qu'on pourra en Espagne investir à la fois, et vous aurez un système régulatoire qui favorise les fermes solaires, mais aussi les batteries. On attend la fin de l'enquête, c'est vraiment quand même. très, très, très important. Je pense que quand on parle d'énergie renouvelable, si on ne pense que uniquement l'outil de production intermittent, on passe à côté du sujet qui est qu'à la fin, le système électrique, il doit fonctionner tout le temps. Et donc, c'est le problème des backups, c'est le problème des centrales à gaz, etc. Vous savez ce que fait le régulateur espagnol en ce moment ?
je suis très content, toutes nos centrales à gaz marchent tout le temps maintenant. Il ne veut plus les déconnecter parce qu'il a peur. Donc moi, je suis rémunéré comme j'ai mes centrales à gaz qui servent de buffer en base du système espagnol. Je suis plutôt content, hein. Enfin, mes collègues, elles ne marchaient pas beaucoup, maintenant elles marchent. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de faire de l'électricité carbonée. Pas carbonée, bien sûr que non. c'est ça. On voit bien que l'électricité bas carbone, c'est pas ça. Mais je pense que, et c'est là qu'il faut qu'on évolue. Il faut la transition, il faut des énergies renouvelables, mais il ne faut pas que ça. Il faut penser le système. Dans son ensemble, c'est ce qui me frappe, moi, dans l'électricité, c'est que comme ça ne se stocke pas, c'est une énergie diablement plus complexe, je peux vous dire, que du pétrole et du gaz, ça, pour les connaître, beaucoup plus complexe. Mais donc, il faut penser le système. Et lorsqu'on parle d'économie de coûts, il faut être capable de le produire. Après, je vais quand même faire un commentaire à Pierre-André. Je pense que le faux débat qu'on a, et je me permets, Bernard Fontana n'est pas là, le faux débat, ce n'est pas entre nous et EDF. Dans cette affaire, je pense qu'on se trompe tous. Il y a des outils de production, puis à la fin, il y a des politiques publiques. Monsieur Merz, il va annoncer très prochainement des dégrèvements fiscaux importants pour les industriels électro-intensifs qui sont face à la concurrence internationale. Ça, c'est un choix politique, de savoir si les foyers payent un peu plus cher, les industriels payent un peu moins cher, et on fait une péréquation. Je pense qu'aujourd'hui, où on veut demander à EDF de faire lui-même la péréquation du système, alors peut-être qu'il peut mieux fonctionner. Non, mais c'est des choix politiques. Je pense que les choix politiques, c'est aux politiques d'assumer son choix de mix et de la façon dont il veut allouer son capacité. Je suis d'accord avec toi que nous, on est prêt à payer de la bande et que la bande, ça coûte moins cher que la modulation. C'est assez évident pour tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on refuse de signer ce truc-là, parce que de toute manière, c'est pas la peine de signer un contrat qui mettra nos outils industriels en danger économique. Mais je pense qu'il faudrait repositionner ce débat un peu plus, qui est que chacun fasse son travail. Qu'est-ce que veut la France en termes de politique ? On parle de réindustrialisation, j'ai encore passé 2 heures, mais à ce moment-là, adoptons une politique tarifaire. Il y a des taxes, hein, je vous rappelle, sur l'électricité. Hein. Moi, je vais vous en trouver des idées si vous voulez baisser le prix de l'électricité pour les industriels qui sont en compétition. Mais il faut qu'ils soient en compétition avec l'international. Ce n'est pas le système complet. Le boulanger ou la PME qui est en France et qui n'est pas, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est ceux qui créent les fameux jobs. Et c'est ceux-là qui, aujourd'hui, ont du mal à avancer. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire, mais c'est un choix politique qu'il faut assumer. Et à ce moment-là, on dira, oui, on décide, mais ce n'est pas à EDF de l'assumer dans une péréquation interne dont il sait pas très bien. Non, mais attends, je pense que ça serait mieux dans le débat si on arrivait à avoir le débat. Et on arrive à la fin de cette table ronde. Moi, j'ai ramené les chiffres. Je vais la reprendre. Non, j'ai ramené les chiffres parce que je n'étais pas dans le débat précédent. Je voulais juste vous dire quel est le vrai prix de l'électricité aujourd'hui dans toutes mes raffineries dans le monde. Parce que ça, c'est des vrais chiffres, c'est ce que j'ai regardé depuis 2025. En France, nous allons payer 65 € du mégawattheure. En Belgique, 109. Aux Pays-Bas, 122. En Allemagne, 105. Et aux États-Unis, 50. Voilà la réalité des prix de l'électricité dans les raffineries. Donc la France, c'est pas si mal. Elle n'est pas la moins chère, mais c'est pas si mal. Bon, naturellement, si je vous donne le gaz, vous allez être en colère, donc je ne vais pas le donner parce que bon, pour les gaz, juste c'est 12 aux États-Unis et c'est 40 en France. Oui, naturellement, c'est pas le même sujet, mais on l'importe, c'est pas le même sujet. Donc on n'est pas si mal placé. On a un écart plutôt favorable. Maintenant, est-ce que 65 ça suffit pour l'électro-intensif ? La réponse est non. Je vais vous dire franchement. Un électro-intensif en Europe, s'il n'a pas 40 €, il n'arrive pas à survivre. Et donc, c'est un choix, encore une fois, collectif, de savoir si on veut garder ces jobs ou pas. Eh bien, merci beaucoup pour ce message extrêmement clair. Marianne Léniaud, on va terminer peut-être avec vous deux, peut-être sur un exemple très concret. Vous fournissez les données avec Linky pour faire de l'innovation. Vous avez notamment, qu'il a plein d'idées pour les utiliser. Le président Total a plein d'idées. Je voudrais revenir sur 2-3 points qu'il a mentionnés. D'abord, je l'avais dit tout à l'heure, oui, quand on parle des coûts et des prix, il faut regarder l'ensemble du système électrique. Parler du coût des ENR sans intégrer les coûts des réseaux, c'est absurde et c'est totalement misleading. Par exemple, raccorder du petit solaire, ça coûte 3 fois plus cher que raccorder une ferme solaire de taille moyenne. On l'a écrit, c'est tout dans tous nos rapports sur notre programmation du développement du réseau. Il faut intégrer les subventions. Voilà, donc pensons toujours coût global pour le système électrique qui doit effectivement boucler puisque l'électricité ne se stocke pas. Deuxième remarque, oui, la France a la chance d'avoir un compteur Linky déployé parce que la moitié des pays européens n'ont pas de compteur intelligent, quelle que soit, alors que c'était quand même une directive européenne, quelle que soit la technologie qu'ils utilisent. Seule la moitié des pays européens permettent aujourd'hui, grâce à ce compteur, aux fournisseurs, et en France il y a des très gros, mais il y a 70 fournisseurs sur le marché,
eh bien, de proposer à leurs clients des offres adaptées, mais aussi un suivi de leur consommation. Quand on parle d'effacer de la consommation, encore faut-il être conscient de ce qu'on consomme, et ce n'est pas en recevant des index estimés comme dans le passé qu'on était très conscient de ce qu'on consommait. Donc aujourd'hui, il y a quand même pratiquement 15 millions de comptes clients chez les fournisseurs sur application pour suivre heure après heure, jour après jour, mois après mois sa consommation et la comparer à un foyer de même taille, etc. Donc ça, c'est quand même un outil extrêmement puissant. C'est en euros chez les fournisseurs et c'est en kilowattheures chez Enedis. Et nous avons 4 millions de comptes clients qui suivent. Et on a vu depuis la crise des prix de l'énergie, ils se sont abonnés, c'est gratuit d'ailleurs, à ces comptes, à ces suivis, à ces API, parce que ça les intéresse et ça leur permet de faire des vraies économies. Alors, l'innovation, je l'ai dit tout à l'heure, ça sert aussi à préparer l'avenir. Donc, on développe des innovations ici et maintenant sur ce qui existe déjà, comme l'a dit Patrick Pouyanné, mais aussi sur ce qui doit marcher demain. Et donc, en particulier, vous avez beaucoup parlé de mobilité électrique. C'est l'une des fonctions du réseau que de raccorder la mobilité électrique. Aujourd'hui, 2 millions de véhicules électriques, demain 3 à 4 fois plus. On voit par exemple aujourd'hui que des camions électriques qu'on voyait arriver dans 3-4 ans, on s'est trompé, ils arrivent globalement, les constructeurs. Nous, on n'a pas vu que ça arrivait beaucoup plus vite. Ils sont là maintenant et ils nous demandent. De recharge s'accélère. Voilà, ils nous demandent de la charge stationnaire, ils nous demandent du raccordement sur autoroute. Et donc là, nous sommes en train de travailler avec la DGEC, avec les différents ministères concernés sur quel est le plan d'équipement des infrastructures, des aires autoroutières qui sont déjà équipées en charge rapide. Mais il faut refaire des travaux pour accueillir ces poids lourds et quelle est la meilleure tarification, la meilleure conception technique et technologique. Et puis si on reste sur la voiture électrique pour ne pas être trop longue, il y a un fournisseur qui vend en ce moment une voiture électrique relookée, qui est Renault, avec une promesse commerciale qui est le V2G, le véhicule to grid. C'est-à-dire que la batterie du véhicule va pouvoir réinjecter l'énergie qu'elle a stockée, l'électricité qu'elle a stockée et qu'elle ne consomme pas pour sa propre usage de voiture sur le réseau. Ça, c'est pas simple à faire. Tout le monde en parle, mais c'est une innovation technologique que nous avons conçue avec Renault sur le plan technique et avec la CRE et la DGEC, puisque ça fait l'objet de ce qu'on appelle le bac à sable réglementaire. C'est quoi le bac à sable réglementaire? C'est justement, on prend une innovation qui arrive, il y a un besoin client, et puis on se dit, finalement, quelle régulation pour demain? Comment ça marche? On teste, on se trompe, on recommence, on fait autrement. On a peut-être une régulation provisoire, on l'améliore, et ensuite c'est parti pour l'industrialisation. Et aujourd'hui, on est sur quelques milliers de clients qui ont cette technique, mais demain, ça sera beaucoup plus. Donc voilà, le V2G, sous ses différentes dimensions, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui et qui fait l'objet d'innovations réglementaires et régulatoires. Et puis je voudrais finir sur l'Europe, puisque Mechtil l'a évoqué, on attend effectivement l'action plan, le Grid Action Plan de la Commission. La Commission prend de plus en plus en compte le fait que sans réseau, il n'y a pas de transition écologique, parce que l'électricité est disponible 24/24, mais sans réseau qui fonctionne, elle n'est pas disponible 24/24. Et il y a plein de pays où elle n'est plus disponible 24/24, où on dit là, vous n'avez plus le droit de vous raccorder, là, il va falloir vous effacer beaucoup plus qu'avant. Et ce sont notamment des pays soit qui ont sous-investi dans leur réseau, ce qui n'est pas le cas de la France depuis longtemps, soit qui sont des grands pays gaziers qui doivent passer à l'électricité et qui n'ont pas aujourd'hui le réseau dimensionné pour ça. Donc je pense qu'il faut être fier d'avoir investi de manière assez continue dans les réseaux et qu'ils soient là pour délivrer une énergie que vous souhaitez compétitive, disponible, mais disponible jusqu'au point final de livraison. Donc, l'innovation européenne, le soutien de la Commission européenne, à la fois sur les codes réseau, et on y travaille, mais aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonds de financement pour les réseaux. Il y a des projets européens dans lesquels nous participons avec RTE souvent, mais il n'y a aucun soutien, aucun mécanisme de soutien, alors que les besoins d'investissement européens dans les réseaux sont colossaux pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Donc cette dimension européenne, elle est absolument clé et elle doit être renforcée, et je pense que ça va être le cas. En tout cas, je l'espère.
Merci beaucoup. Nous devons conclure. Vous voulez passer un dernier message, Anne-Laure de Chamard, très rapidement? Oui, non, mais peut-être un petit point sur, finalement, quel est le next step en termes de quoi est-ce qu'on a besoin en termes réglementaires de la part du régulateur. Moi, pour résumer, dans mon cas, mais je pense qu'à mon avis, c'est assez partagé, c'est besoin de visibilité long terme, besoin d'harmonisation pour pouvoir passer à l'échelle, et aussi de l'aide et du support sur le sujet des compétences. Sur la visibilité long terme, je vais donner un exemple. On a une usine éolienne en France, au Havre, qui emploie à peu près 1200 personnes. Cette usine, il y a quelques temps, à cause des appels d'offres qui sont un peu décalés, c'est une usine pour l'offshore, on fait face à un creux de charge de 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on en a discuté, on a regardé, on a vu que finalement il y avait des appels d'offres qui arrivaient et on s'est dit on va même continuer à investir dans des extensions, dans la nouvelle génération de pales pour pouvoir fournir pour les prochains appels d'offres qui sortent. Et on digère les 5 ans de sous-charge. Et bien entre-temps, à cause des incertitudes, à cause de la PPE qui n'arrive pas, tout ça est en train de encore se décaler. Et donc on va finalement arriver avec des usines vides, pas pendant 5 ans, mais pendant 6 ans ou 7 ans, on n'en sait rien. Donc la visibilité, c'est extrêmement important, et la tenue des calendriers, c'est extrêmement important pour toute la chaîne de valeur, pour qu'elle puisse investir. Deuxième sujet, l'harmonisation. Aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis ou même la Chine, on joue sur des marchés énormes, continentaux. En Europe, c'est un sujet du rapport Draghi, en Europe, c'est 27 micro-marchés. 27 micro-marchés et 27 marchés où même les gestionnaires de réseau ont chacun leurs spécifications techniques, plus de 20 000 pages pour RTE et d'autres, où il faut que nous, on s'adapte pour que à chaque fois, ce soit très spécifiquement du sur-mesure, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas faire les mêmes transformateurs pour chaque réseau. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire où l'action du régulateur peut être clé pour aider à harmoniser de façon à baisser les coûts, arrêter de faire de la suringénierie, de la surconception, et pouvoir passer à l'échelle plus rapidement et créer un marché unique. Et le troisième sujet, c'est les compétences. Aujourd'hui, je cite l'Allemagne, mais c'est pareil ailleurs. Aujourd'hui, en Allemagne, pour un ingénieur électricien, il y a 8 postes à pourvoir. Vu l'accélération immense du marché de l'électrification, ça va continuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui partent à la retraite que de nouveaux qui rentrent sur le marché en Europe. En Europe, on a 600 000 ingénieurs diplômés par an qui arrivent sur le marché. Si vous prenez l'Inde, c'est 1,5 million. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus assez de monde pour pouvoir gérer cette transition énergétique. Ça dépend. Je sais que Patrick, on m'a dit qu'apparemment Total avait 0 problème pour recruter. On peut pas faire un débat sur les compétences. Je m'y oppose. Je pense que c'est un vrai sujet où là aussi il y a un travail amont à faire là-dessus en Europe pour pouvoir aider. Et exactement. Voilà. Et nous, il y a aussi un sujet où on bouge notre ingénierie en Inde. Mais effectivement, c'est un sujet extrêmement important et on aurait pu faire un débat entier sur les compétences puisque, je pense que tous les acteurs qui sont ici dans cette... Alors vraiment un micro-mot. Par madame venant de la Commission, le vrai message, c'est qu'il faut plus d'Europe si on veut accélérer l'innovation. On ne peut pas continuer à parcelliser les 27 marchés. La cybersécurité sur le réseau électrique aux États-Unis, j'ai une norme, en Europe j'en ai 27 et je peux vous dire chaque fois qu'on connecte. Non mais c'est vraiment un message simple et il n'y a pas de compétition entre États dans cette affaire. Donc je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas là à créer des marchés, des équipements électriques qui soient standards et on devrait pouvoir s'accorder. Donc c'est vraiment plus d'Europe, c'est à mon avis la conclusion si on veut être plus efficace et qu'on veut atteindre les objectifs. Un grand merci à tous les trois pour ce débat qui aurait pu se prolonger un tout petit peu.